Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de cette édition, l'épidémie de grippe aviaire qui affecte le Nigeria. Le virus H5N1 a été décelé dans 5 États du pays. 50 détenus de la crise post-électorale en liberté provisoire en Côte d'Ivoire. La mesure vise à apaiser les tensions entre le pouvoir et l'opposition. Enfin, la France renforce davantage ses mesures de lutte contre le terrorisme. 425 millions d'euros y seront consacrés au cours des 3 années à venir. Madame, Monsieur, à nouveau bonjour et bienvenue dans cette édition. Des cas de grippe aviaire ont été décelés dans 5 États du Nigeria. L'information est confirmée par les autorités du pays. Les 5 États concernés sont Kano, Lagos, Ogun, Delta et Rivers. Le ministre de l'Agriculture rassure prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la sécurité des citoyens et pour que l'industrie avicole ne soit pas trop affectée par la propagation de cette grippe. Il rassure par ailleurs qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer parce que le risque de contagion est faible pour les êtres humains. En Côte d'Ivoire, la justice a annoncé hier que 50 détenus de la crise post-électorale de 2010-2011 vont bénéficier de la liberté provisoire. La mesure, dans l'opinion publique, est interprétée comme un geste d'apaisement du pouvoir vis-à-vis de l'opposition. Des précisions à travers ce reportage. Le procureur de la République, Richard Adou, ordonne ce jour la libération provisoire d'office d'une 50aine de détenus de la crise post-électorale et a procédé au dégel des comptes bancaires de 31 personnalités dans le même cadre. C'est la substance du communiqué passé en boucle sur la télévision publique ivoirienne qui alimente désormais toutes les conversations. 50 détenus de la crise post-électorale en liberté provisoire. Pour le citoyen lambda, ce n'était pas évident. Mais pour bien des observateurs de la vie politique ivoirienne, il ne pouvait en être autrement. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un appel de pied à l'opposition, d'autant que le FPI, le Front populaire ivoirien, parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, avait subordonné la reprise du dialogue rompu depuis mai de l'an dernier avec le pouvoir à la résolution au prime abord de la question des prisonniers politiques. En effet, la question des détenus de la crise post-électorale est plus qu'épineuse en Côte d'Ivoire, où plus de 300 d'entre eux s'étaient mis en grève de la faim en décembre. Nombre de ces prisonniers sont depuis 3 ans en détention provisoire sans que leur dossier n'ait avancé outre mesure. Leur situation et le problème des exilés, toujours non résolus, sont entre autres handicaps à l'effectivité de la réconciliation nationale qui, au-delà des discours, semble toujours avoir du plomb dans l'aile. Direction maintenant la Zambie. La police a violemment dispersé mercredi à Lusaka des partisans de l'opposition. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser une centaine de partisans de l'opposition et plusieurs d'entre eux ont été interpellés. Ces derniers avaient décidé d'établir une présence permanente devant le centre international de conférence, lieu où sont collectés les résultats de l'élection. Et puis le chef du groupe armé Boko Haram a revendiqué l'attaque de la ville de Baga au nord-est du Nigeria. Il s'agit d'une attaque qui a fait des centaines de morts début janvier. Abubakar Shekau a aussi menacé le Niger, le Tchad et le Cameroun dans une vidéo mise en ligne mardi soir. Nous avons tué le peuple de Baga, comme notre Dieu nous l'a demandé dans son livre. Nous n'arrêterons qu'à notre mort. Vous verrez. Cette revendication n'est pas une surprise. De nombreux témoignages ayant été recueillis sur les atrocités commises par les combattants de Boko Haram au cours de cette offensive. L'attaque début janvier contre cette ville du nord-est du Nigeria et plusieurs autres localités des rives du lac Tchad est, selon Amnesty International, la plus grande et la plus destructrice des 6 années d'insurrection du groupe et a fait des centaines de morts, voire plus. La procureure de la Cour pénale internationale a annoncé mardi que ses services rassemblaient des informations sur l'attaque.
Le Nigeria et ses voisins discutaient mardi à Niamey des moyens d'unir leurs forces contre les islamistes de Boko Haram qui menacent de déstabiliser les pays frontaliers du nord-est du pays. 13 pays africains et non africains ont pris part à cette réunion dans la capitale du Niger. Le chef du groupe islamiste nigérien, Aboubakar Shekau, a ouvertement défié les pays voisins du Nigeria de l'attaquer. Mohamed Youssouf, le président du Niger, vous faisiez partie de ceux qui sont allés témoigner de la sympathie à Hollande, le petit-fils de Charlie. C'est votre travail? Vous allez voir, monsieur le président du Niger, vous allez voir. Paul Biya, avez-vous peur au point de demander de l'aide? Qui va vous aider? Ceux qui vous aideront ne sont pas compatibles avec Allah. Idriss Déby, le roi de l'Afrique, vous êtes en retard. Je vous défie de m'attaquer maintenant. Je suis prêt. Mardi, en fin de journée, une nouvelle attaque a été lancée par Boko Haram contre une localité de la région, Bondéry. Les combats, selon une source sécuritaire camerounaise, étaient très rudes. Le bilan n'était toujours pas connu ce mercredi. L'Union africaine a appelé mercredi à finaliser très rapidement la force régionale destinée à lutter contre ce groupe. 112 heures après l'enlèvement d'une humanitaire française et de son collègue centrafricain, le gouvernement centrafricain rompt le silence par la voix de sa ministre en charge de la réconciliation nationale. Il s'est voulu rassurant quant à l'imminence de la libération des otages. Plus de précisions avec la ministre en charge de la réconciliation nationale. Par rapport aux étrangers qui ont été enlevés, je crois que les dispositions sont prises immédiatement par le gouvernement. Il y a une médiation qui est mise en place pour pouvoir ramener les ravisseurs à la raison et pouvoir libérer les otages. En bref, les belligérants sud-soudanais ont signé mercredi à Arusha un accord de réconciliation au sein du parti au pouvoir. Cet accord, paraphé par le président Salva Kiir et son ancien vice-président et rival Riek Machar, vise à réconcilier les factions rivales au sein du mouvement de libération du peuple du Soudan au pouvoir depuis l'indépendance du Sud-Soudan en juillet 2011. À l'issue de la séance de signature, le ministre des Affaires étrangères tanzanien a dit ses félicitations aux belligérants pour avoir trouvé un accord de réconciliation de leur parti pour le bien du pays. Les détails de l'accord de réconciliation n'ont pas été rendus publics. Rendons-nous maintenant au Togo. Les opérations préparatoires pour l'organisation de l'élection présidentielle ont démarré. Après l'installation des bureaux de la Commission électorale locale indépendante, l'opération de révision de la liste électorale sur toute l'étendue du territoire togolais répartie en 3 zones a été lancée. Suivant à ce propos le président de la CENI. Il est au micro de Ferdinand Kovigade, le correspondant de Sika TV à Lomé. La CENI vient par ma voix vous inviter solennellement à ce rendez-vous du devoir citoyen conformément aux dispositions des articles 40 et 51 du Code électoral. Zone 1. Les CELI de Lomé 1 et 4. 1er, 4e arrondissement de Lomé. CELI du 2e arrondissement de Lomé. CELI du 3e arrondissement de Lomé. CELI du 5e arrondissement de Lomé, CELI de Aflao Gakli, Aflao Sabado, CELI de Agouenyeve Toblé, CELI de Bagida, CELI de Vaposito, Legbasito Zangera, CELI de Yoto, CELI de Vaux, CELI de Lac, CELI de Bamono, CELI de Zio, CELI d'Avé, CELI d'Agou et CELI de Clouto. La révision dans cette zone, la première, se fera du 20 au 26 janvier 2015. La zone 2 comprend les CELI suivantes: Pelé, Dagny, Wawa, Akebu, Amou, Ao, Moyen Mono, Ogou, Anié, Est Mono, Blita, Sotobois et Tchamba. La révision dans cette zone se déroulera du 3 au 9 février 2015. La zone 3
comprend les CELI suivantes: Tchaoudjo, Assoli, Dankpen, Bassar, Bina, Koza, Doufelgou, Kéran, Oti, Tandjouare, Tone, Senkassé et Kpendial. La révision dans cette troisième zone se fera du 17 au 23 février 2015, clôturant ainsi la période de la révision des listes électorales. Hors du continent africain, le Premier ministre français Manuel Valls a levé mercredi un col de voile sur l'ensemble des mesures prises par le gouvernement français pour renforcer sa lutte contre le terrorisme. Le plan prévoit notamment un investissement d'environ 500 millions d'euros au cours des 3 prochaines années. 425 millions d'euros de crédits d'investissement, d'équipement et de fonctionnement alloués à la lutte contre le terrorisme pour les 3 prochaines années. La France se donne les moyens de se protéger de toute nouvelle attaque terroriste. Dans ce cadre, un accent particulier est mis sur le renforcement du capital humain. Ce sont donc 2680 emplois supplémentaires qui seront consacrés à la lutte contre le terrorisme dans les services régaliens de l'État et dans les juridictions. Dans son nouveau plan de lutte contre le terrorisme, la France entend également renforcer la surveillance des personnes suspectées. Ce sont près de 3000, je dis bien 3000 personnes à surveiller. Ce changement d'échelle est un défi redoutable pour notre pays et pour nos partenaires, notamment européens. Le chef du gouvernement français entend par ailleurs accélérer la finalisation et le vote du projet de loi sur le renseignement. Ce projet, qui doit beaucoup aux réflexions du président de la commission des lois, Jean-Jacques Urvoas, sera présenté le plus vite possible au Conseil des ministres et transmis au Parlement début mars. Manuel Valls annonce par ailleurs le recrutement des aumôniers musulmans et leur professionnalisation. Un fichier placé sous le contrôle d'un juge et contenant les noms des personnes condamnées ou judiciairement mises en cause pour des faits de terrorisme sera également créé. De hauts responsables cubains et américains se sont réunis mercredi à la Havane pour la première fois depuis 35 ans. Objectif, engager un dialogue qui doit fixer les bases du rapprochement historique entre les deux pays. Même si une large majorité d'Américains salue le changement de politique envers Cuba, plusieurs élus républicains et une partie de la dissidence cubaine critiquent Washington pour n'avoir rien obtenu en échange. Inscrite dans le prolongement de l'annonce de la normalisation de leurs relations par les présidents Barack Obama et Raúl Castro le 17 décembre dernier, la première phase de ces discussions a été consacrée ce mercredi à la révision des accords migratoires entre les deux pays. En toile de fond de ces débats migratoires, plane l'ombre de la loi d'ajustement adoptée en 1966 par les Américains et qui offre des facilités d'installation aux émigrés cubains. Ce texte est vivement contesté par la Havane qui le voit comme un encouragement à l'immigration sauvage et dangereuse à travers le détroit de Floride. Sur le volet migratoire, Washington s'est engagé à limiter les octrois de visas d'immigration et à renvoyer vers Cuba les migrants illégaux interceptés en mer. Les débats qui vont se poursuivre jeudi seront centrés sur le rétablissement des relations diplomatiques rompues en 1961, dont la réouverture d'ambassades est le volet le plus attendu. La semaine dernière, Washington a déjà levé une série de restrictions commerciales et de voyage et assoupli les transferts de fonds de migrants cubains. Cuba a de son côté libéré 53 prisonniers politiques figurant sur une liste remise par les États-Unis. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne journée à vous en compagnie des programmes de Sika TV. Au revoir.